Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons vous parler des plus grosses suspensions de joueurs dans l'histoire NBA. Pour ça, on commence avec le légendaire Kermit Washington. En 1977, l'ailier fort a envoyé une patate monumentale dans le visage d'un Rudy Tomjanovic qui est tombé KO. Victime de plusieurs fractures au visage, le joueur des Rockets manqua tout le reste de la saison, soit 59 matchs. Quand on voit qu'en contrepartie, Kermit Washington n'a été suspendu que 26 matchs, ce n'est que peu cher payé. Ceci dit, ce moment marqua un tournant en NBA. Suite à cet incident, la Ligue a tout fait pour bannir toute forme de violence et les suspensions par la suite, on le verra, furent bien plus lourdes. Les suivants que l'on va évoquer, deux champions, Gilbert Arenas et Jarvis Crittenton. À la suite d'une sombre dispute à propos d'un pari, les deux hommes sont allés très loin. Dans le vestiaire des Wizards, ils ont carrément sorti les flingues et se sont menacés. Bon, les armes n'étaient pas chargées, mais quand même. Crittenton ramassa 38 matchs de suspension, soit l'intégralité du reste de la saison, et il ne rejoua plus jamais en NBA. Il est d'ailleurs depuis emprisonné pour meurtre et trafic de drogue. Gilbert Arenas reçut la même peine. Mais vu qu'il était déjà suspendu en étant sous le joug d'une enquête liée aux armes, il aura écopé au total de 50 matchs de suspension consécutifs. À son retour, avec Washington, il fut envoyé à Orlando après seulement 21 matchs avant de finir discrètement sa carrière sous le maillot des Grizzlies. Enchaînons maintenant avec un vrai champion, Latrell Sprewell, qui, le 1er décembre 1997, fut suspendu pendant tout le restant de la saison. Il faut dire aussi que lors d'un entraînement, après avoir menacé et frappé son coach PG Carlesimo, le joueur se mit à l'étrangler. De ce qu'il se dit, l'arrière n'aurait pas aimé que le tacticien lui reproche de ne pas assez passer le ballon. Son contrat avec les Warriors fut directement rompu. Ceci dit, l'année suivante, Sprewell arriva aux Knicks et atteignit les finales NBA. D'autres ont moins bien rebondi que lui. Pour la suite, le légendaire trio des Pacers, Ron Artest, Stephen Jackson et Jermaine O'Neal. Suite à l'événement tristement connu sous le nom de Malice at the Palace, les trois joueurs prirent d'énormes suspensions. Après qu'une baston ait pris place sur le terrain entre les joueurs, les fans sont entrés en jeu. C'est là que les bornes ont été dépassées. Jermaine O'Neal prit 15 matchs de suspension pour avoir mis une énorme droite à un supporter des Pistons qui était descendu sur le terrain. Stephen Jackson, lui, prit 30 matchs pour avoir grimpé dans les tribunes afin de tabasser un fan qui avait jeté un verre au visage de Ron Artest. Ce dernier écopa lui de 86 matchs de suspension, les 73 restants de la saison régulière et les 13 de playoff. Oui, en plus d'avoir été avec Jackson dans le public suite à cette histoire de boisson, il a également frappé un autre fan qui se trouvait sur son chemin lors de sa redescente des tribunes. Autant le dire, c'était un carnage. Bon, tout ça c'était très violent. Alors changeons de registre un peu et parlons de la drogue. Et oui, c'est bien pour cette raison précise que la plupart des joueurs ont connu de longues suspensions, voire même des bannissements. Ceux qui sont dans ce cas sont nombreux, une petite quinzaine. Alors évoquons surtout les plus connus, car au final, les histoires sont souvent les mêmes. Pour les plus récents, on peut par exemple parler d'O.J. Mayo. Après plusieurs contrôles positifs, il fut banni à vie par la NBA. En 2018, il aurait pu avoir le droit de passer devant une commission pour faire son retour, mais cela ne s'est jamais fait. Il évolue actuellement en Chine. Dans la même veine, il y a également Tyreke Evans. Trop souvent contre les positifs, il fut banni à vie par la Ligue, avec possibilité de demander sa réintégration cette année en 2021. Mais vu qu'il semble inactif depuis la prononciation de sa sanction, il est très peu probable qu'on puisse le retrouver en NBA. En 2006, Chris Andersen, alias le Birdman, a connu la même histoire avec la même sanction. Il avait beau faire appel, sa punition fut maintenue. Sauf que lui, au bout de 2 ans, est passé devant la commission. Il a ainsi pu réintégrer la NBA à l'âge de 30 ans, avant notamment de remporter le titre avec le Heat en 2013. Maintenant, retour dans les années 80 avec le duo Mitchell Wiggins-Lewis Lloyd, qui jouait aux Rockets. Si vous vous posez la question, Mitchell Wiggins est bel et bien le père d'Andrew Wiggins. Mais bref, revenons à notre père de Toxico. Le même jour, ils furent bannis à vie suite à un contrôle positif à la cocaïne. Avaient-ils passé la soirée ensemble? L'histoire ne le dit pas, mais quelqu'un les avait balancés à la NBA. Ce qui est sûr, c'est que David Stern, qui était le boss de la ligue depuis quelques années, était définitivement parti en croisade contre l'usage de la coke. Ils firent les 3e et 4e joueurs suspendus à vie par le Commish. Ils ont finalement pu négocier un retour dans la grande ligue 2 ans plus tard. Si Lloyd est devenu un joueur de bout du banc, Wiggins, lui, a fait sa meilleure saison en carrière lors de son comeback. Autre cible de David Stern, Michael Ray Richardson, légende de la ligue, 4 fois All-Star. Après plusieurs tests positifs à la cocaïne, il eut droit lui aussi au même tarif, bannissement à vie. Mais vous connaissez l'histoire. 2 ans après, il fut autorisé à rejouer. Sauf qu'à 33 ans, l'arrière s'est abstenu et n'a plus jamais remis un pied à NBA. Il connaîtra cependant une très longue et belle carrière en Europe de 14 ans. Aperçu à Cholet, il fut également champion de France en 1995 avec Antibes. On ne sait pas s'il prenait encore des trucs pour l'aider, mais quand même, rester professionnel jusqu'à l'âge de 47 ans, c'est quand même assez rare pour être signalé. Parlons aussi de John Drew, très bon lui aussi, qui fut sélectionné 2 fois au All-Star Game sous le maillot d'Atlanta. Il fut le premier à être la victime de la chasse aux sorcières menée par David Stern. Banni à vie à l'âge de 31 ans, il ne remettra jamais un pied en NBA. Enfin, dernier de nos drogués, Richard Dumas, qui lors des finales NBA 1993 face aux Bulls, s'était vraiment fait un nom. Il est vrai que lorsqu'à seulement 23 ans, on tourne à 13 points par match tout en produisant un jeu spectaculaire sur la plus grande scène du monde, on passe rarement inaperçu. Sauf que l'été qui suivit, la tuile. Il se fit choper pour usage d'une substance interdite et fut suspendu pendant toute la saison suivante. Notons qu'il n'en était pas à son premier fait d'armes, car à peine un an plus tôt, il avait manqué l'intégralité de sa saison rookie pour des raisons similaires. Mieux encore, le joueur refusait de suivre un programme de désintox mené par la Ligue. Il eut quand même l'occasion de faire son retour en NBA en 1994,
mais se fait définitivement virer de la ligue 2 ans plus tard. Oui, une clause de son contrat l'interdisait de boire de l'alcool. Visiblement, il ne s'est jamais gêné pour outrepasser cette condition. Pour ce qui est de Richard Dumas, on parle réellement d'un destin gâché, car contrairement à ses petits collègues, abordés plus tôt, lui était très jeune lors de ses diverses suspensions. Mais stop avec la drogue, car tout se ressemble toujours un peu. Du coup, passons aux magouilles financières. Au début des années 50, il y eut une vague de joueurs bannis à vie de la NBA pour leur implication dans le CCNY Point Shaving Scandal, une affaire de paris et matchs truqués. Ce scandale avait une ampleur immense. Il concernait le basket universitaire et n'impliquait pas moins de 33 joueurs de 7 facs, dont surtout les CCNY Beavers. Ces derniers étaient au devant de la scène car ils avaient réussi l'exploit de remporter le tournoi NCAA et le NIT en 1950. Il faut dire qu'ils avaient été aidés par des joueurs des facs de New York, Bradley, Kentucky ou encore Long Island. Ça aide. Parmi eux, des All-Stars comme Ralph Bird et Alex Gorza qui, c'est ce qui complique les choses, avaient commencé leur carrière NBA avant que le scandale ne soit révélé. Autre joueur concerné, un certain Sherman White, superstar en NCAA, meilleur scoreur, qui malheureusement n'a jamais pu évoluer en NBA. C'est bien dommage car il en aurait sans doute marqué l'histoire. Au total, dans cette affaire, ce sont 7 joueurs qui ont été bannis de la NBA. Fallait pas rigoler avec ce genre de magouille. Concernant les matchs arrangés et paris truqués, citons également Jack Molinas, qui évolue aux Fort Wayne Pistons en 1953-54. All-Star, ce génie s'est fait gauler car il pariait carrément contre son équipe lorsqu'il était à la fac, à Columbia. Banni, lors du reveal de cette affaire, il ne passa qu'une saison en NBA. Sauf qu'il ne s'est pas arrêté là, vu qu'il était au cœur d'un autre scandale de matchs truqués en NCAA en 1961, impliquant 2 Hall of Famers, Connie Hawkins et Roger Brown. Brown, suite à ça, a été banni par la NBA et pris la direction de l'ABA, où il fut une superstar avec les Pacers, 3 fois champion. Il a même son maillot retiré par la franchise. Quant à Hawkins, qui avait reçu de l'argent de la part de Molinas pour des frais scolaires, remboursés plus tard par son frère, il n'a jamais été arrêté après l'enquête. C'est ainsi qu'il était éligible au draft NBA 1964 et 1965. Cependant, il n'était pas le bienvenu dans la Grande Ligue, et pour toutes ces histoires, il ne fut pas drafté. Il fut finalement banni par la NBA en 1966. Il est donc passé par l'ABL, dont il a été MVP avant de jouer avec les Harlem Globetrotters, puis en ABA. En 1969, il a même attaqué la NBA, et suite à un accord trouvé à l'amiable, la Ligue a finalement levé la suspension. Son destin fut riche car il put signer aux Suns, avec qui il a été 4 fois All-Star. A noter que Molinas a été condamné à 15 ans de prison et a finalement obtenu une libération conditionnelle au bout de 5 ans. Ce que l'on retiendra, c'est que la violence, la drogue et la magouille représentent bel et bien les plus courts motifs de suspension ou de bannissement de la Grande Ligue. C'est somme toute assez logique. Et avant de partir, pensez à vous abonner à la chaîne de Basket Info, mais aussi à celle du 6ème homme, afin d'avoir 2 visions complémentaires de la NBA. Et les dernières vidéos mises en ligne apparaissent sous vos yeux.